Bonsoir, dans l'actualité ce soir, les échos de la fête de Pâques. Nous irons à Fotoba, une cité touristique qui a vibré au rythme d'une célébration en toute pompe. Et puis le ministère de l'enseignement préuniversitaire fait une double évaluation, celle du redéploiement des enseignements et de l'acheminement des programmes à quelques mois des examens nationaux. Enfin, les précurseurs de Conakry, capitale mondiale du livre, comptent mobiliser les grands acteurs internationaux, le commissaire général des 72 heures du livre de Conakry au Salon du livre de Paris pour rappeler le rendez-vous guinéen. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, nous sommes lundi de Pâques. On démarre avec les échos de cette fête chrétienne sur l'île de Fotoba. Pâques est célébrée sous un tout autre sens, celui des retrouvailles. Les fidèles des autres îles, voire de Conakry, se sont donné rendez-vous à Fotoba, une île touristique où la cohabitation entre musulmans et chrétiens est quasi parfaite. Le point avec Abdul Karim Kamara. L'île de Fotoba fait sa toilette pascale. Cette procession est composée de fidèles chrétiens venus de toutes les îles de Los et d'autres localités de la Guinée. En arrivant à Fotoba, ces fidèles n'ont pas failli encore à la tradition cette année. Ils viennent témoigner le fait que la résurrection du Christ est au cœur de la foi chrétienne. Nous ressentons encore dans ce déplacement que nous effectuons, ce n'est pas seulement pour la joie ou de réjouissance, mais c'est aussi une démarche pénitentielle que les fidèles effectuent. C'est ce qui conduit les fidèles à la repentance. C'est ce qui conduit les fidèles à prendre conscience de leur relation avec leur Créateur, d'avec leurs frères. La fête de Pâques est aussi célébrée à Fotoba dans un élan de parfaite complémentarité entre musulmans et chrétiens. Une invite faite à tout fidèle à porter haut la lumière dans ses actions afin de triompher devant le mal. La particularité de cette fête, c'est le fait que ici nous vivons en harmonie entre musulmans et chrétiens. Moi j'ai un côté musulman, j'ai un côté chrétien. Donc cette réconciliation pour nous n'est pas seulement entre les chrétiens, pour que nous puissions renforcer cette action qui a été mise en place depuis des décennies. La paroisse Saint-Jean de Fotoba est le siège de toutes les églises anglicanes des îles de Los, toutes choses qui justifient ces retrouvailles ici lors des grandes fêtes chrétiennes. C'est une île dont la population est à 80% composée de chrétiens. Pâques, c'est aussi l'occasion opportune pour les fidèles chrétiens de recevoir les sacrements du baptême et sceller des unions pour certains couples. Vous allez le voir à l'église Saint-Charles, Luanga de Sonfonia. Plusieurs alliances ont été signées devant l'Assemblée de Dieu. Les détails avec Bernard Tonguino. À l'église Saint-Charles, Luanga de Sonfonia, la fête de Pâques ouvre les portes à de nouveaux baptisés qui viennent agrandir la famille du Christ ressuscité. Dans cette église, 69 baptêmes et 13 mariages ont été célébrés. Un record pour cette paroisse de la banlieue dont le nombre de fidèles accroît au jour le jour. Toutes ces personnes qui sont baptisées et mariées en ce jour s'engagent sur la même route que nous. Sur cette route, ce n'est pas toujours facile. Comme nous, ils connaîtront aussi le doute, le découragement, la trahison, la déception. En recevant le baptême et le sacrement de la confirmation, ces chrétiens s'engagent à suivre les traces du Christ. Quant aux nouveaux mariés, cet engagement devant l'Assemblée de Dieu les condamne à vivre désormais selon les recommandations de l'Église. Pour eux, c'est une joie de recevoir le sacrement du mariage. J'ai choisi la fête de Pâques pour célébrer mon mariage parce que pour moi c'est la fête la plus solennelle. Donc dans la voie religieuse, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que Pâques. Donc j'ai demandé aujourd'hui à ce que Dieu bénisse ce mariage. Pour les différents sacrements célébrés ce dimanche de Pâques, la paroisse Saint-Charles Luanga de Sonfonia chante les louanges du Seigneur. À travers les offrandes, les nouveaux baptisés et mariés expriment leur joie d'intégrer la grande famille de l'Église. Dans le reste de l'actualité, la paix n'est pas un vain moment, un comportement au sud du pays. L'ONG École et Avenir entend matérialiser cet adage, d'où le lancement de la 3e édition du concours. Les jeunes s'engagent pour la paix et la citoyenneté, une manière de promouvoir la paix dans cette région tumultueuse. Les images de Mohamed Saliou Paye sont commentées par Cheikh Sanoussi Sankon.
Ce carnaval marque le lancement officiel de la 3e édition du grand concours JEA. Le thème, les jeunes s'engagent pour la promotion de la paix et la citoyenneté en Zéro-Corée en mettant en avant les valeurs de la culture guinéenne. Cette édition a un seul objectif, faire la promotion de la culture d'une paix durable en région forestière. Nous sommes beaucoup plus basés sur la promotion et la culture de la paix pour ces années, parce que la région forestière aujourd'hui se démarque des autres régions par la virulence des conflits qui opposent les communautés qui y vivent. Alors, nous nous sommes dit que beaucoup d'efforts ont été déployés par le gouvernement, par les partenaires, par la sagesse, mais il est plus intéressant que la jeunesse elle-même soit impliquée. De la préfecture au gouvernorat, en passant par le Grand Carrefour de Dorota et le stade 3 avril, les caravaniers, en compagnie du gouverneur de la région, ont scanné le slogan favorable à la paix et à la bonne cohabitation. L'ONG JEA, qui évolue depuis 2 ans en Zéro-Corée dans les activités d'éducation et de formation, est appuyée par les partenaires comme Search for Common Ground, le PNUD, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et puis la première session du Conseil économique et social s'ouvre ce mardi pendant 2 jours. Pendant 2 mois, les 45 conseillers vont débattre de toutes les questions économiques et sociales qui touchent la nation. Déjà, cette institution républicaine s'est dotée d'un cadre de travail. Explication, Alphaye Yassila. Ce bâtiment à 8 étages est situé sur le 6e boulevard à Kaloum. Depuis 3 mois, il abrite le siège du Conseil économique et social de Guinée. L'institution républicaine est chargée de formuler des conseils en matière économique et sociale au président de la République et à l'Assemblée nationale. Dans ces nouveaux locaux, l'administration du CES semble motivée à mieux remplir sa mission. Je remercie encore le chef de l'État. Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés de près ou de loin pour nous aider vraiment à donner l'image de marque d'une institution républicaine digne de son nom, à l'image des autres conseils économiques et sociaux de la sous-région. Donc aujourd'hui, bien sûr, on n'est pas encore, tout l'objectif n'est pas atteint, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Dans ce nouveau siège, le Conseil économique et social dispose d'une salle de session et d'une autre salle de réunion. Les bureaux des responsables administratifs, notamment la questure, le secrétariat du CES et la presse disposent d'un cadre de travail agréable. J'encourage tous les conseillers de se donner la main, qu'on sente que c'est une famille qui est là, pour que nous soyons soudés et qu'on joue vraiment le rôle du Conseil économique et social en donnant des bons conseils, non seulement au président, mais aussi à l'Assemblée nationale. La première session du Conseil économique et social s'ouvre demain à Conakry. Les 45 membres du Conseil économique et social vont plancher pendant 2 mois sur des questions essentielles de la vie économique et sociale du pays. Une mission de la BADEA, Banque arabe de développement en Afrique, est à Conakry. Elle vient faire le diagnostic de l'état des investissements effectués par cette institution en Guinée et explorer certains domaines de financement. Le compte rendu est signé Ibrahima Blaki Touré. Examiner l'état d'avancement des projets de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, revoir les liens de coopération multilatérale et faire un point sur la mise en œuvre des projets de développement local et régional en Guinée. Telles sont les raisons de la présence du directeur général de la BADEA en Guinée. Quelles sont les priorités du gouvernement? Quels sont les projets que le gouvernement souhaiterait que la BADEA finance au cours des prochaines années? Mais aussi les projets que la BADEA pourrait aider à faire financer par le groupe de coordination des institutions financières arabes, en particulier les différents fonds arabes et le fonds de l'OPEP. Comme vous le savez, la BADEA, c'est l'instrument de la solidarité
arabo-africaine, instrument financier, et donc à ce titre, elle est chef de file pour tout ce qui est financement arabe en Afrique subsaharienne. De façon générale, on a choisi des projets dans tous les secteurs. Donc vous voyez, c'est un peu un ensemble de projets, mais comme vous savez, l'importance du financement varie selon les projets. Donc on a privilégié les projets qui sont liés au développement des infrastructures. Pendant 2 jours, les autorités guinéennes ont discuté avec la mission de la BADEA sur les projets d'amélioration des conditions de vie des populations. Les participants ont aussi discuté sur les projets phares dans les secteurs de l'énergie, de l'éducation, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des travaux publics. Avec la BADEA, nous avons un projet phare, c'est celui qui concerne l'assainissement dans le cadre du traitement des eaux usées de Conakry. Ça a commencé par le projet de Moussodougou, qui aujourd'hui s'occupe du bassin versant de Moussodougou, qui comprend les quartiers de Lansebungi, de Koléa, de Cameroun et de Kamaen. Et en ce qui concerne le département de la formation professionnelle et de l'enseignement technique, nous avons évoqué le projet d'une nouvelle école régionale des arts et métiers de Mamou, qui est relativement avancé et pour lequel nous avons besoin d'un complément de précision, chose sur laquelle travaillent nos techniciens aujourd'hui. Et nous avons demandé des financements éventuels pour une école d'agriculture à Koundian et des écoles supérieures des soins de santé à Bouké, Labé, Cancan et Zirikouré. Cette rencontre a permis aux autorités guinéennes et responsables de la BADEA d'établir de nouvelles bases de coopération. Comme annoncé dans les titres, à quelques mois des examens nationaux au ministère de l'enseignement préuniversitaire, l'heure est à l'évaluation des inspecteurs et directeurs communaux de Conakry. Après ceux de pays profonds en toile de fond, se rassurer de l'effectivité du redéploiement des enseignants et d'état d'avancement des programmes. Komara Moussa nous fait le point. En Guinée, environ 80 000 enseignants de l'élémentaire, du primaire et du secondaire sont payés par l'État. Mais au constat, la plupart de ces pédagogues ne sont pas en classe. À l'intérieur, le déficit d'enseignants est élevé. Pour pallier cela, les autorités en charge de l'éducation ont procédé au déploiement des enseignants dans les écoles en manque. 4 mois après, le chef du département échange avec les directeurs communaux de l'éducation pour évaluer cette opération à Conakry. C'est un souci du président de la République, c'est même une recommandation du président de la République, faire en sorte que l'école dans sa globalité soit gratuite, en tout cas concerne les écoles publiques. Et par conséquent, il faut que nous travaillions pour que ce mode de contractuel communautaire n'existe pas dans notre système éducatif, parce que la communauté ne peut pas continuer à payer. Et aujourd'hui, je suis très heureux de dire que lorsque nous avons entrepris le redéploiement au niveau des différentes préfectures, nous sommes aujourd'hui à peu près à 80% du nombre de contractuels communautaires qui est en train de disparaître, et nous allons nous battre pour que l'année prochaine, notre système se débarrasse complètement de ce langage de contractuels communautaires. Je pense que cela est possible. À Matoto, la plus grande commune de la capitale, le redéploiement n'est pas encore effectif. L'élémentaire en souffre particulièrement. Que faire pour combler ces déficits? À notre niveau, on a procédé déjà à des redéploiements. C'est-à-dire on avait un certain nombre d'enseignants qui étaient sous nos mains, qu'on a redéployés. Mais encore, il y a des besoins. Quand je prends par exemple à l'élémentaire, on a le besoin de 7 enseignants. Alors qu'au secondaire, on a 77 besoins aujourd'hui là. Maintenant, pour résolver ça, il s'agit de voir au sein de la DCE, au sein des DSE, au sein des établissements, pour voir est-ce qu'il y a des enseignants redéployables qu'on peut redéployer pour pouvoir combler ce déficit-là. Contrairement à la commune de Matoto, à Ratouma, il y a pléthore. Ibrahima Kourouma promet de redéployer l'effectif excédentaire de Ratouma. Une tâche difficile à 3 mois de la fin d'année. En plus bref et en image, dans le Nabaya, l'université Julius Nyerere de Cancan connaît une amélioration dans ses conditions d'enseignement et de recherche. Elle vient de recevoir un groupe électrogène de 350 kVA. La cérémonie de remise a mobilisé tous les acteurs intervenant dans les secteurs dans cette région. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Une nouvelle mosquée pour les populations de Wankifon, préfecture de Koya, c'est une action des fils et ressortissants de la localité. Cette maison de Dieu bâtie en R+1 avec une capacité d'accueil estimée à 1500 fidèles
coût de réalisation de l'édifice 2 milliards de francs guinéens. Moussa Bangoura, Abdul Karim Kamara. Wankifon est un district de Soumbouya situé à 6 km de Koya. Plusieurs personnalités et fidèles musulmans se sont donné rendez-vous ici pour inaugurer cette maison de Dieu. Avec une capacité de 1500 fidèles, les travaux de réhabilitation de cette mosquée ont démarré depuis 2003. Plus de 2 milliards de francs guinéens ont été investis par les fils du terroir pour la réalisation de cet édifice. La 8e mosquée en dur, après la mosquée de Folkaria qui est la 7e, et je crois, suivant les mosquées de Timbo, de Bouria, des mosquées de Pita et toutes les mosquées célèbres de la Guinée. Et ce que je voulais dire, c'est que contribuer à cela pour nous, les fils de Wankifon et les filles de Wankifon, est une grande chance. Et nous sommes aussi fiers que les jeunes soient là et qu'ils puissent demain mettre d'autres projets en jeu, comme la construction de la maison de la jeunesse, où nous espérons, avec l'aide de la politique nouvelle du professeur Alpha Condé, on pourra installer un cyber à Wankifon, à la maison de jeunesse, pour que les nouvelles technologies aussi renforcent et la foi et le développement de notre localité. Un modèle de développement à la base qui fait la fierté des habitants de la sous-préfecture de Wankifon. Je suis très content. Je suis content que la mosquée soit reconstruite, mais je suis content que tous les fils, toutes les filles, même les admirateurs de Soumbouya ont participé à cette reconstruction. Chacun, dès qu'il apprend, si c'est 100 francs qu'il envoie, où qu'il se trouve, il envoie. Donc ma fierté, c'est là. Merci aux 4 grandes familles de Wankifon, aux 4 grandes familles. Et chacune des familles a fait de son mieux. Et j'en appelle à plus d'union encore, à la consolidation de cette fraternité dans l'islam, à cette consolidation des traditions familiales. Nos anciens ont perpétué cette tradition et nous devons continuer dans le même sens. Reconnu comme étant la 8e mosquée de la Guinée, ce lieu de culte fut construit pour la première fois en 1922 et depuis 9 imams se sont succédés. Après la mosquée, l'achèvement du projet de reconstruction d'une école de franco-arabe dans la zone reste un des défis à relever. En interactualité, tout d'abord, en plus bref et en image, l'armée syrienne a repris dimanche le contrôle total de Palmyre après avoir cherché les djihadistes du groupe État islamique. Après près d'une année sous le joug de lui, la cité antique du centre de la Syrie est libre. Les forces pro-régime appuyées par l'aviation russe recouvrent la ville et ses ruines antiques classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Comment maîtriser la montée du réchauffement climatique? Une question cruciale pour la Thaïlande qui fait face à une canicule sans précédent. Les pluies sont rares et les terres arides. Seul l'espoir, une nouvelle technique fluviale préconisée par le Royaume. Les images de nos confrères de l'AFP sont commentées par Habib Thiam. La Thaïlande en proie au changement climatique. Son territoire est frappé de plein fouet par la sécheresse. 22 provinces sont touchées sur les 76 que compte le pays. Pour parer au phénomène, le Royaume a fait appel aux faiseurs de pluie, une équipe aéroportée composée de 3 avions. Les faiseurs de pluie sont une initiative royale. Cela a permis d'accroître l'eau grâce à des procédés scientifiques qui permettent de créer davantage de nuages et donc d'avoir davantage de pluie sur une zone plus large et sur une période plus longue. Très prometteuse, cette technique suscite un grand intérêt chez les paysans. Mais les rainmakers pourront-ils couvrir l'ensemble des zones touchées? Rien n'est moins sûr. Quand nous parvenons à faire tomber la pluie, nous recevons des compliments. Les villageois et les agriculteurs qui ont demandé la pluie sont heureux. Mais dans les zones sans pluie, les gens continuent à nous appeler. Nous essayons ensuite d'adapter nos plans pour nous rendre dans les zones où il n'a pas plu. Nous faisons de notre mieux pour aider les agriculteurs. L'an dernier, la Thaïlande a enregistré de rares et faibles précipitations. Un scénario que les paysans craignent de revivre encore cette année. Culture, Conakry, capitale mondiale du livre en 2017. Les promoteurs de cet événement littéraire font feu de tout bois pour mobiliser les grands acteurs internationaux. Récemment, le commissaire général des 72 heures du livre de Conakry s'est rendu au Salon du livre de Paris pour rappeler le rendez-vous guinéen. Kamara Bakar
Diamokaba. À la porte de Versailles de Paris, le Salon du Livre a une nouvelle fois battu des records. 2000 séances de dédicaces sont enregistrées. Sous un nouveau label, Livre Paris, le prestigieux salon littéraire a attiré du monde. Dans les allées, les professionnels guinéens se font remarquer. Ils font écho de la désignation de Conakry, capitale mondiale du livre en 2017. Il faut que nous nous rendions compte que c'est un grand événement, c'est un événement énorme au Salon du Livre de Paris où nous nous trouvons. On n'arrête pas d'en parler. À tout le monde, venez nous rejoindre à Conakry en 2017 parce que ce sera une belle fête, la fête du livre, et la fête de la lecture, la fête de l'amitié. Et c'est une opportunité pour la Guinée. Cette année, le stand Guinée est absent. Mais le pays de Camara Laye et de Kierno Monenembo a fait passer son message. Nous avons pris contact avec nos amis du Congo, nos amis de l'UNESCO, nos amis de la francophonie, les chefs d'entreprise qui viennent nous rencontrer pour parler de ce beau projet de 2017 en Guinée. Et nous sommes aussi à Paris pour présenter nos nouveautés. Donc il y a une vingtaine de nouveautés qui sont sorties. Des publications de plus en plus constantes et élevées, de nouvelles plumes qui se réveillent, exportent. Des voix qui se font entendre sont des petits gestes qui confortent le statut de Conakry comme place forte de la production littéraire avant 2017. La structure Numa Communication récompense chaque année les meilleurs cadres du pays pour cette 3e édition. Le prix du mérite a été décerné au ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique pour les organisateurs sur son engagement dans l'amélioration de la desserte en eau et en électricité qui est ainsi récompensé. Abdulaziz Baldé. Du Grand Prix du Mérite 2015, Dr Cheikh Talibi Silla. Sourire aux lèvres, Cheikh Talibi Silla succède au général Toumani Sangaré, personnalité préférée des Guinéens depuis 2014 selon Numa Magazine. Le nouveau lauréat est un des acteurs de l'évolution positive du secteur de l'eau et de l'énergie dans notre pays. Satisfait de cette marque de reconnaissance, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique dédie son trophée au chef de l'État. D'abord, je dédie ce lauréat à Monsieur le Président de la République qui a porté sa confiance en moi en me nommant à la tête du projet d'aménagement hydroélectrique de Kareta et en me décorant commandeur de l'Ordre national du mérite et en me nommant aussi ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Sur l'initiative du groupe Numa Communication, cette 3e édition vise aussi à instaurer une culture de paix en créant un environnement sain où le mérite et l'excellence sont soutenus et récompensés. Les bilans parlent d'eux-mêmes parce qu'il y a différents secteurs, il y a des ministres qui ont été récompensés, il y a également d'autres secteurs de la vie sociale qui ont également été récompensés. Le métier que j'ai décidé d'embrasser, c'est effectivement la paix. En 4 années, 160 déplacements, et beaucoup de leçons, et je mesure l'intérêt et l'importance de ce genre de manifestation. Outre le Grand Prix du Mérite, plusieurs prix ont été décernés aux personnes qui se sont illustrées au cours de l'année 2015. Entre autres, le prix de la meilleure initiative gouvernementale qui est revenu à Maître Abdoul Kabele Kamara et le prix du meilleur espoir 2015 au directeur de l'Armatan Guinée Sansi Kaba Diaguité. Le but est promouvoir le mérite et la culture de l'excellence en Guinée. Enfin, la présélection Miss Mastaboro 2016 s'est déroulée ce dimanche au Palais du Peuple. Une quarantaine de candidats étaient en compétition, mais seulement 8 jeunes filles et 7 jeunes garçons vont poursuivre l'aventure. Mikini Moussa Kamara, Alia Kamara. Cette année, la SAISCOM a voulu privilégier le niveau intellectuel des candidats. 20 jeunes filles sur les 24 qui avaient été retenues pour cette présélection ont pu effectivement défiler et faire valoir leur niveau d'études. Même nombre de participants côté hommes, mais une vraie difficulté au niveau du jury pour départager les candidats. Nous sommes basés sur l'élégance, tout ça, les mensurations sur les filles et le niveau intellectuel. C'est les 3 critères principaux qui ont prévalu. Au total, 15 candidats, dont 8 jeunes filles, ont été présélectionnés. Ils devront s'affronter lors d'un dernier round prévu très prochainement. Mais déjà, cette étape de présélection a toute son importance sur la préparation psychologique des candidats. C'est tout pour les infos cadrage. Il y avait Jeanne Dunamo. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah.